Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. L'aventure de Gaël commença vers l'âge de 5 ans, lorsqu'il découvrit que le monde était un labyrinthe. Il le comprenait mentalement, mais il n'arrivait pas à s'y orienter. Quand il fallait aller en haut, il allait en bas. Quand il fallait aller à gauche, il allait à droite. Pourtant, il avait l'impression de prendre le bon chemin. Mais à chaque fois, il se retrouvait perdu. Il ne cessait de déchirer ses t-shirts ou de tacher ses vêtements en mangeant. Enfant maladroit et distrait, lui disait-on. Et pourtant, pour faire attention, il faisait attention. Il s'approchait des objets à pas de loup, tendant délicatement la main vers la gauche pour attraper une tasse. Et là, brusquement, sa main prenait vie, bifurquait vers la droite, tournait violemment vers la gauche, heurtait l'objet qui se brisait sur le sol. Et ce n'étaient pas les seuls mauvais tours que lui jouait sa main. Le jour où il se mit à dessiner sa première lettre, on lui expliqua. Tu fais un rond de droite à gauche, ensuite tu vas vers le bas, puis tu fais une boucle vers la droite. Eh bien non, cette maudite main droite n'en faisait qu'à sa tête. Essai, après essai, après essai. C'en était assez, elles étaient devenues ses ennemies. Quand j'écris beaucoup, des moments, je me fais une tendinite au poignet. Du coup, comme là, par moments, ça me fait mal. Du coup, je suis obligée de mettre une attelle pour pas la plier. Après, moi, j'écris penché comme ça. Au lieu de mettre le cahier comme ça, je mets penché. Et puis, même en me mettant comme ça, je force sur mon crayon. Et du coup, ça me tire dans tout le bras et du coup, ça me fait une tendinite. C'est juste que je force beaucoup trop sur mon crayon, de peur de le lâcher en même temps, en fait. Je lâche beaucoup les objets d'un coup comme ça. Et ça se peut que je lâche mon crayon en même temps et du coup que je fasse n'importe quoi. Qu'on a des difficultés dans certaines choses. Par exemple, pour parler, des fois on bégaye. Ou pour l'orthographe, on fait beaucoup de fautes. Dans les maths, on n'arrive pas à calculer les divisions, soustractions, multiplications. Ouais, c'est compliqué. Comme moi, j'arrive pas à faire tout ça. Par moments, j'y arrive et des fois, je sais plus. J'ai de la dyslexique, de la dyscalculique, de la dysorthographique, dyspraxique visio-spatiale, et des problèmes de mémoire et tout ça. Et du coup, c'est un peu compliqué en cours. En plus, j'ai des troubles d'attention. Du coup, en cours, j'ai du mal à me concentrer. Avec les aménagements, l'AVS et tout ça, ça va quand même mieux, mais c'est toujours compliqué, quoi. C'est bon ? Alors, maintenant, tu vas m'écrire chemin. Alors, maintenant, tu vas m'écrire s'habiller. Après, il y a le mot qu'on a fait l'autre fois. Alors, c'était s'habiller. Alors, du coup, alors vas-y, oui, dis-le. S-A-B-I-L-E-R. Alors, voilà. Alors, est-ce que tu te souviens qu'on avait fait un dessin
avec un maillot. Oui. Tu t'en souviens un peu? Parce que moi, du coup, je te l'ai redessiné. Et il est ici. Pour pas oublier qu'il y a un H, et ben, il y a un maillot. Alors sur le maillot, on met un H. Ça, bi et le yé, en fait, quand tu t'habilles, tu mets un maillot et puis un pantalon. Et ton pantalon, il a 2 jambes. Alors du coup, tu as tes 2 ailes, les ER, d'accord? Alors celui-là, bah, si tu veux, tu peux le dessiner sur ton cahier, si tu veux. Voilà, impeccable, c'est bien. Et alors, après, je t'ai dit... Un crayon. Ah, d'accord. Ok. Alors, attends. Ok. Alors, comment tu as écrit un crayon? L, C, R, accent, L, O, N, T. Eh oui. Et du coup, crayon, il s'écrit comme ça. C'est le A-Y, d'accord? Et en fait, pour plus que tu oublies qu'il y a un Y au milieu dedans, tu vois, j'ai fait un petit crayon comme ça et un grand qui dessine le A. Comme ça, tu ne oublies plus non plus que c'est un A devant, d'accord? Et donc, eh ben là, c'est pareil. Ce que je vais faire, je vais te le dessiner. Alors, du coup, le C et le R, ils sont en noir. Le A, on fait en bleu parce que c'est l'encre du crayon. Voilà. Et là, je mets ton Y en rouge pour bien que tu t'en souviennes. Ouais, moi, je pars un petit peu de travers. Voilà. Je te gêne pas, Sabrina, sinon dis-moi s'il faut que je me pousse ou... Non, non, c'est bon. Voilà, ON, d'accord? Et du coup, voilà, tu as ce crayon qui vient comme ça. Hop, il y a un autre petit là, qui vient là. Et du coup, ça te fait 2 crayons, et en fait, ça te forme ton Y, d'accord? Et le grand crayon, il dessine un A. Voilà. Alors, les enfants 10, ce sont des enfants qui ont des troubles cognitifs. Et donc, ce sont des enfants qui vont avoir plein de soucis divers et variés. Alors, ça va commencer pour moi, le premier disque pour moi qui peut être vu, ça va être la dysphasie. Alors, la dysphasie, ça va toucher le langage. Alors, l'enfant qui va avoir des soucis pour parler. Donc, on peut s'apercevoir que l'enfant, à partir de 2 ans, 3 ans, s'il n'arrive pas bien à s'exprimer, à échanger avec d'autres enfants à l'école ou bon, avec ses parents, là, on peut déjà avoir peut-être quelques petits signes. La dysphasie, ça va être plus que l'enfant ne comprend pas ce qu'on lui dit. En fait, il a du mal à comprendre. Et par contre, il va avoir du mal aussi à redire voilà, les phrases correctement, redire les mots correctement. Alors, je sais que moi, petite, apparemment, j'ai dû avoir de la dysphasie parce que ma maman me disait que quand je demandais quelque chose ou quand je voulais danser, le mot danser, ça ne ressemblait pas du tout à danser. C'était carrément un autre mot. Et en fait, c'est ça, le souci de l'enfant, c'est qu'il n'arrive pas à reproduire les sons pour se faire comprendre. Et ces enfants-là, généralement, on va rencontrer ces enfants-là qui ont la dysphasie à 3, 4 ans, 5 ans. Ça va être des enfants, généralement, qui peuvent être agressifs. Ils vont crier, puisqu'ils ne peuvent pas ils peuvent pas parler, ils ne peuvent pas s'exprimer. Donc, ils vont être agressifs, ils vont crier, ils vont casser, ils vont griffer, ils vont mordre. Et en fait, pour eux, c'est un moyen de s'exprimer parce qu'ils ne peuvent pas le faire par la parole. Ensuite, bon, après, le deuxième 10 que moi, j'arrive à voir, c'est la dyslexie. Une fois que l'enfant, il est déjà en grande maternelle, on va dire, voilà, déjà là, on va voir qu'il a des soucis pour comprendre, ne serait-ce qu'écrire son prénom. Là, il va avoir des soucis, il va écrire son prénom à l'envers ou des mots, ou des lettres qui ne seront pas à la bonne place. Et puis, arrivé en CP, la lecture va commencer à être dure. Je ne sais pas, si à peu près au niveau, on va dire que généralement, apparemment, les enseignants attendent au niveau de Pâques. Normalement, ils disent qu'au niveau de Pâques, ouais, les enfants devraient savoir à peu près bien lire. Et en fait, si à peu près à ce niveau-là, l'enfant il a encore du mal à déchiffrer, à comprendre le sens du mot, à l'écrire, là, je pense que déjà, il faut se faire un petit peu de soucis et voir pourquoi ça ne va pas. Après, c'est vrai que la dyslexie, on dit qu'on va la dépister
que à partir de fin de CE2, parce qu'ils attendent un délai. C'est vrai que pour moi, je trouve que c'est tard, parce que si déjà on prenait en charge un enfant qui est censé redoubler son CP, déjà là, un enfant qui redouble son CP, c'est pas forcément, faut attendre un déclic. Alors on fait redoubler l'enfant, mais alors par contre, on va le faire suivre par une orthophoniste. Et pourquoi pas aussi orthophoniste et orthoptiste, parce qu'au niveau de la vision, il y a peut-être aussi des soucis. Après, avec la dyslexie, il y a aussi la dysorthographie qui va se combiner, parce que puisque l'enfant n'arrive pas à lire correctement les mots, la dyslexie, c'est des mots qui vont se couper, se coller, des lettres qui vont changer. Alors un A peut se transformer en O. Voilà, parce que la dyslexie, généralement, les gens, quand on dit dyslexie, c'est l'enfant va confondre MBP, va confondre voilà, le M avec le N, le B et le D, mais c'est pas que ça en fait. C'est vraiment des troubles de la vision en fait. Ça va être voilà, des lettres qui bougent, des lettres qui se transforment, des textes qui n'ont plus rien, qui veulent plus rien dire en fait. Et que moi petite, quand ma maman me faisait lire, je voyais bien son doigt sous la ligne, avec son doigt bien sous le mot pour que voilà, que je découpe le mot par syllabe, mais moi, il n'y avait pas de syllabe. Et les mots, ils étaient découpés. Alors du coup, pour moi, c'était indéchiffrable, je pouvais pas lire. La dysorthographie, qui fait que, alors dysorthographie, c'est l'enfant qui, c'est une incapacité à réécrire le mot, en fait. On va le voir, et puis la minute après, on ne sait plus comment il s'écrit. Ça ne va pas s'imprimer dans la mémoire. Comme un enfant qui va avoir une dictée à faire, sa maîtresse ou son maître va lui dire « Bon ben voilà, tu as 10 mots pour la fin de semaine ». Si l'enfant il a fait que recopier ces mots pour les apprendre, ben ça ne lui sert à rien du tout en fait. Il faut vraiment que l'enfant dysorthographique, il a besoin qu'au niveau du mot, il y a quelque chose qui se passe, une histoire. Moi je fais des dessins, j'illustre des mots pour que ça donne un sens aux mots pour que l'enfant il puisse l'imprimer, des moyens mémotechniques, voilà. Et donc ça marche vraiment bien. Je l'ai vu avec ma grande fille de 16 ans. Et puis je fais la même chose maintenant avec mon autre fille qui a 12 ans, qui a les mêmes soucis. Là, en plus les enfants que j'aide actuellement. Et ça fonctionne, c'est vrai que ça marche. Il y a la dyspraxie. Alors dyspraxie, ça va être les enfants qui vont avoir des soucis dans les gestes. Alors ça va être des enfants qui vont avoir mal à la main quand ils vont devoir écrire. Ils vont tenir le crayon peut-être trop près de la mine parce qu'ils ont du mal à le tenir. Et il faut savoir que pour un dyspraxique, écrire, c'est un effort pas possible parce que c'est comme si on écrivait avec un crayon de plomb en fait. Il faut qu'il fasse les formes de lettres, il faut qu'il déplace sa main et c'est un effort pas possible en fait. Un vrai dyspraxique, il a beaucoup de mal. C'est pour ça qu'il est bien qu'un enfant dyspraxique ait un ordinateur pour écrire. Après, il peut apprendre, il peut faire des séances avec l'ergothérapeute pour apprendre à taper un peu plus vite. Mais je sais qu'avec ma fille, on avait fait l'expérience avec l'ergothérapeute, elle écrivait plus vite à l'ordinateur qu'avec son crayon en fait. C'était, voilà. Et donc un dyspraxique aussi, il peut aussi avoir des soucis dans le sport. Il y a on parle de classes en lecture, écriture, tout ça, maths, français, géographie, mais un dyspraxique, il va aussi avoir du mal en sport. En sport, il va se faire beaucoup mal. Il y a des activités qu'il ne pourra pas faire, comme faire de la poutre, faire de la barre fixe, faire des pirouettes, des perches. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est au niveau de ses gestes, en fait. Il n'arrive pas à se positionner correctement. Et même si nous, on lui dit non, mets tes mains comme ça et pas autrement, pour lui, ça va le gêner, il n'y arrive pas. Et du coup, bah, forcément, il se fait mal. En plus, je pense que ces enfants-là, ils doivent avoir un souci au niveau des muscles, des tendons peut-être plus fragiles. Et du coup, ils se font plus souvent mal que d'autres enfants. Et alors, ça va faire des tendinites, ça va faire plein de choses qui vont le ralentir, du coup, parce qu'après, voilà, tendinite à cause qu'il a trop écrit pendant 1 heure en cours pour un collégien, ça va être 2-3 mois d'attelle pour calmer une tendinite. Après, un enfant dyspraxique va avoir du souci quand il est à table aussi. Alors, il va avoir, mettons, son verre, au lieu d'être bien en face de l'assiette, il va être tout décalé. Quand il va manger, il ne va pas faire exprès, il va en mettre partout. Après, des fois, je sais qu'avec mes filles, en fait, je sais que Pauline,
ça lui arrivait à un moment de plus savoir comment tenir sa fourchette. Mais alors, plus du tout. Et en fait, elle était avec sa fourchette là à côté de l'assiette, elle ne savait plus. Elle était obligée de nous regarder à table pour voir comment on mettait nos doigts. Parce qu'elle avait oublié, en fait. Et donc, ces enfants-là, ils peuvent peut-être aussi avoir des couverts adaptés. On leur dit, fais des efforts, fais attention. Et ça, c'est des choses que j'aime pas qu'on dise à ces enfants-là. Parce que des efforts, ils en font tout le temps. Du moment où ils sont levés, un enfant dyspraxique, par exemple, ne serait-ce que pour s'habiller, il va faire des efforts. Il va mettre ses chaussettes à l'envers, son pantalon à l'envers, son pull, il ne va pas trop savoir, pareil, le mettre dans le bon sens. Déjà, rien quand on se lève, hop, on s'habille, c'est déjà compliqué. En plus, c'est des enfants qui ont des troubles visio-spatials, des troubles aussi dans le temps. Pareil pour le dyslexique, ça se retrouve. C'est des enfants qui ont des soucis avec le temps. Et un enfant, il va se lever, il va avoir des soucis pour s'habiller. Ensuite, lui, il a besoin de temps pour se préparer, pour déjeuner. Et en fait, il peut y avoir des parents qui vont le presser. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Et du coup, c'est vrai que moi, je conseille généralement aux parents, pour ces enfants-là, d'adapter des horloges. De dire, voilà, là, tu t'es levé, tu as tout ce temps-là en couleur pour te préparer. Ensuite, ça pour déjeuner. Et puis à la rigueur, prévoir une marge un peu plus pour savoir que voilà, si vraiment il y a eu plus de mal un matin qu'un autre, il y a toujours un battement de 5 ou 10 minutes. C'est ce que je fais toujours, moi. En fait, j'avance ma pendule de 10 minutes. Comme ça, elle se fie à la pendule. Mais moi, je sais qu'il y a encore 10 minutes d'avance, en fait. C'est aux parents de s'adapter aux enfants. C'est aux parents de s'adapter, oui, voilà. Et donc, il y a plein d'astuces à faire pour les enfants qui rentrent au collège. Pareil, vu qu'ils sont perdus au niveau du temps, on va leur mettre l'emploi du temps en couleur. Pour les enfants, pareil, qui ont des soucis de dyslexie, devoir lire à chaque fois quel cahier je dois prendre pour aller en cours, pas oublier, parce qu'ils oublient beaucoup aussi. En fait, là, ce que je fais, moi, en fait, je mets des gommettes de couleur sur chaque cahier. Comme ça, il n'y a plus à lire français, maths ou quoi. C'est la couleur. Tiens, aujourd'hui, j'ai du bleu, du rouge, du vert. Et je prends tous mes cahiers qui ont une gommette de cette couleur-là. Et du coup, là, il n'y a plus d'oubli, en fait. Clémentine avait beaucoup de soucis. Et c'était des soucis, vu qu'elle est multidys, elle est dyslexique, dysorthographique, dyscalculique, dyspraxique visio-spatiale, plus un TDA, le trouble de l'attention. Et du coup, tous ces 10, dans une journée, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de choses à mettre en place pour l'aider, en fait. C'est épuisant pour l'enfant, oui. S'il n'a pas tous ces aménagements, il va être le matin, il va s'habiller tout n'importe comment. Il va falloir qu'il se presse parce qu'il ne sait pas lire l'heure, il ne se rend pas compte du temps qui passe. Il va devoir préparer son sac. Il va mettre tout et n'importe quoi parce qu'il ne sait pas, ou il va oublier. Et puis du coup, forcément, il aura des punitions. À l'école, s'il n'a pas d'aide pour écrire ou quoi que ce soit, ou lire, ça va être un calvaire. Alors une journée entière d'un enfant 10, c'est très très lourd. Les enfants qui ont des troubles de la mémoire, ça va être des enfants du coup qui ont des soucis de dyslexie, dysorthographie, du coup qui n'arrivent pas à imprimer dans leur mémoire l'orthographe des mots. Mais ça va toucher aussi pour apprendre une poésie, apprendre une leçon. Alors les enfants peuvent passer un week-end dessus, 2 heures, mais ça ne servira à rien du tout. Et en fait, je sais qu'avec ma fille, plus elle rabâche, et en fait, ça l'efface. C'est automatique. Et en fait, ce qu'il faut que je fasse, comme je fais pour ma fille Pauline Emmanuel, pour les poésies, alors avant, on passait des fois 1 heure à apprendre une poésie. Et il y a un moment, ça m'est arrivé comme ça, et j'ai dit non, on va arrêter cette façon de faire. Et en fait, on va dessiner, on va faire un petit carré. Et dans ce petit carré, on va mettre des petits dessins, alors qui a à voir ou pas avec la phrase. Mais en fait, on va prendre par phrase, en fait. Et chaque phrase, ça va correspondre à un petit carré, comme une BD. Et du coup, ma fille, voilà, elle fait un dessin pour un mot. Et comme là, il n'y a pas très longtemps, j'ai aidé une petite fille pour sa poésie. Et il y avait « L'or est à l'appel ». Elle n'arrivait pas, elle disait bien sa poésie, puis au bout d'un moment, l'or est à l'appel, ça passait pas. Et du coup, je lui ai fait un petit dessin dans ce petit carré, je lui ai fait un tas d'or, et j'ai mis A, et après je lui ai dessiné une pelle.
Et du coup, après, elle m'a dit sa poésie. Par contre, elle a appris sa poésie avec les dessins. Et une fois qu'elle a appris sa poésie avec les dessins, qu'elle me l'a dit correctement, on pose les dessins de côté. Et puis après, elle me la récite. Et en fait, elle ne se souvient pas de ce qui a été écrit dans le texte, elle se souvient des dessins. Et là, c'est flagrant, en fait, voilà, une poésie correcte, en 20 minutes, elle est apprise. Chère maîtresse, Cher maître, Cher prof, je comprends tout ce que tu as dit en classe. Comme tous mes camarades, je suis curieuse et j'adore apprendre. À l'oral, pas de problème. Mais tout se complique avec un crayon et du papier. Je n'arrive pas à retenir les lettres qu'il y a dans les mots. parfois j'ai la tête ailleurs. une idée m'emporte et je pars en voyage dans ma tête. J'ai tout le temps peur d'oublier mes affaires. Et ce que j'ai à faire aussi. Je passe beaucoup de temps juste pour bien connaître mes leçons. Mais j'ai du mal à te le montrer comme les autres le font. J'ai l'impression de ne rien faire de bon. Ma peur de ne pas avoir assez de temps me stresse et me paralyse. Mes parents m'aident beaucoup, ils sont à fond. Parfois beaucoup trop. Ils m'ont fait passer des bilans. Maintenant, je sais que j'ai un cerveau un peu différent. Des professionnels de santé te proposent de m'aider à ne plus être en difficulté. Dis-moi, tu veux bien? J'ai besoin de plus de temps car j'écris très lentement. Je récite bien mieux mes leçons à l'oral qu'à l'écrit. En anglais, laisse tomber. J'ai besoin d'un ordinateur et de mon scanner pour être comme les autres. J'ai des copains qui ont des lunettes, ils en ont besoin pour voir. Tout est plus simple avec ce matériel qui me convient mieux. C'est plus rapide pour moi de taper sur des touches. Et je n'oublie plus mes affaires, car elles sont toutes dedans. Respecte les aménagements auxquels j'ai droit. Ne me grande pas si je me balance ou si j'ai un objet dans la main. Aussi, laisse-moi bouger mon corps de temps en temps. Ne me dis pas que je suis nulle ou que je ne fais pas d'efforts. Ce n'est pas vrai. Je n'aime pas me sentir différent. Aide-moi à y arriver. Il y a encore une dernière chose. S'il te plaît, fais-moi confiance. Sincèrement, ton élève. Sincèrement, ton élève. Sincèrement, ton élève. Sincèrement, ton élève. Moi, j'étais pas reconnue 10. J'étais, en fait, que ça soit à l'école ou dans ma famille, j'étais reconnue en gros comme une enfant qui était bête. Il y a même des gens qui ont dit carrément le mot attardé à ma mère. Et en fait, c'est violent, ouais. Et du coup, forcément, les parents, on leur sort des choses comme ça, ils sont dépités, ils savent pas quoi faire, et puis après, ils se font à l'idée, il est comme ça, je vais faire avec. Et puis en fait, on grandit avec cette image-là. Et puis c'est vrai que plus tard, adulte, du coup, on a une mauvaise image de soi, on n'a pas confiance en nous. Tu as fait une scolarité normale, Sabrina? Alors moi, j'ai une scolarité normale, on va dire du CP jusqu'au CM2. J'ai redoublé plusieurs classes, j'avais 2 ans de retard parce qu'à l'époque, on avait le droit de redoubler plusieurs fois. Je me suis retrouvée en CM2 avec 2 ans de retard. Alors j'étais beaucoup plus grande que les autres. Et donc, après ça, on a proposé à ma mère de me mettre en SECPA. C'est des établissements d'enseignement adaptés. Et donc, c'est des lieux où on accueille les enfants, on va dire, en souffrance scolaire, en échec. Donc, je suis sortie de cette SECPA comme j'en suis rentrée. J'avais toujours les mêmes difficultés, je n'avais pas avancé du tout. Des fautes à tous les mots. C'était impossible de lire devant quelqu'un, c'était impossible. Et je me disais, dans quoi je vais aller? J'ai pas de diplôme, je ne sais pas écrire, je ne sais pas bien lire correctement. J'ai été suivie petite par une orthophoniste, alors je pense que ça devait être dans mon année de CE1, CE2, CM1 peut-être. Je passais mon temps que à lire. J'adorais ces livres-là, c'était des j'aime lire, j'adorais ça. Mais par contre, j'avais beaucoup de mal parce que les mots se transformaient sous mes yeux. Mais bon, vu que moi, depuis toute petite, j'avais vu ça, pour moi, c'était normal. Alors du coup, forcément, j'en parlais pas aux adultes. C'est pour ça que je dis aux parents, demandez à votre enfant quand il lit, s'il voit pas des choses bizarres, des choses... parce que c'est par moment qu'on voit ça, c'est pas tout le temps. C'est par moment, des moments de fatigue, des moments de stress. Voilà, il y a ça.
Et donc, moi, j'ai passé quelques temps chez l'orthophoniste, chez une psychologue aussi. On essayait de comprendre d'où venait le souci. Quand un enfant il a des soucis, on va tout de suite aller chercher dans la famille. Bon, forcément, moi, j'avais une famille, des parents qui avaient divorcé très tôt. Après, c'est vrai que ma vie, que ce soit d'un côté ou de l'autre, était très très compliquée. J'ai vécu des choses très très dures. Alors, je pense qu'après, les gens sont peut-être plus fiers à mon vécu. Après, j'ai rencontré le papa de mes enfants. Et donc, là, je me suis dit, bon, il faut quand même que je fasse quelque chose. Je me suis inscrite en maison de formation, et puis au Greta à l'époque. Et au Greta, je me suis retrouvée avec des étrangers, alors des gens qui ne savaient pas du tout parler français. Et là encore, je me suis dit, mais je ne suis pas encore à ma place. En fait, je n'ai jamais trouvé ma place. C'est ça, en fait. Tout mon parcours, que ce soit petite, dans toutes les situations de ma vie, en fait, je n'avais pas ma place. Et là encore, je me suis dit, j'étais bien avec ces gens-là. C'est des gens très gentils avec qui j'échangeais, des gens de tous âges. Mais là, moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Et j'ai tenu, oui, j'ai dû le tenir 1 an. Du coup, j'ai tout arrêté. Et puis donc, après, j'ai eu mon premier fils, Timothée. Et de là, je me suis mise en couple avec leur papa. Mais par contre, le papa, j'ai vécu 11 ans avec lui. J'ai eu 3 enfants. Et en fait, je lui ai jamais dit vraiment que j'avais peur d'écrire, que j'avais peur de lire. Il n'a jamais rien su. Oui, on cache. Oui, ça m'est arrivé de dire « Ah ben non, mais je vois pas bien » ou « Ah ben non, mais j'ai pas compris » ou je sais que quand j'avais des rendez-vous chez l'assistante sociale qu'il fallait remplir des papiers, je mettais une bande à ma main droite pour pas écrire parce que je voulais pas qu'elle sache que je fasse des fautes en fait. Mais ça a été pas... Voilà, je pouvais faire style que j'avais mal à ma main pendant 1 mois. Oui. Mais après, c'était... fallait bien que j'enlève cette attelle ou ce bandage. Et puis que... Et par contre, quand on me disait, Madame Ruiz, il faudra remplir ce dossier, généralement, les gens remplissent ce dossier sur place. Mais moi, je faisais style, oui, mais bon, là, j'ai pas le temps, il faut que j'aille faire ci, ça. Alors du coup, je prenais le dossier avec moi. Et puis, je prenais le temps, du coup, de le remplir. Mais pour me défiler, pour garder la face. J'ai quitté mon mari, le papa de mes enfants, et du coup je me suis dit là faut repartir une vie à zéro en fait. Alors du coup j'ai pris mes enfants en charge correctement et je me suis dit faut avancer. Et donc là j'ai rencontré Nicolas. Et avec Nicolas, en fait, j'avais tellement de poids, tellement de choses à dire que en fait, je me suis ouverte et je lui ai tout dit. Je lui ai vraiment tout dit ce que j'avais eu dans mon enfance, que ce soit privé ou à l'école ou quoi, mes troubles. Je lui ai tout dit. Et on a connu les soucis de Clémentine. Et du coup, vu que j'avais besoin d'aide pour l'aider, et puis je me suis dit, moi maintenant je sais ce que j'ai parce qu'elle a fait plein de tests qui étaient... c'était les soucis. Je pense que tu te doutais. Voilà. Oui, puis je voyais qu'elle avait exactement les mêmes soucis que moi, les fautes au même endroit, perdues dans le temps. Elle confondait des mots, elle inventait des mots aussi. Mais c'était exactement copier-coller de moi en fait. Et là, je me suis dit alors, au fur et à mesure qu'on a fait les tests, à chaque professionnel qu'on a rencontré, j'ai eu la chance quand même de pouvoir échanger avec les professionnels en disant oui, mais moi j'ai la même chose. Et du coup, c'est les professionnels qui m'ont répondu à moi et à ma fille. Là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et du coup, j'ai pu mettre des mots exactement sur ce que j'avais. Et là, en fait, je me suis dit, mais en fait, t'es pas bête, c'est que il y a des soucis. Et moi, j'ai cherché un peu d'aide pour savoir où m'orienter, quoi faire pour aider ma fille. Et en fait, il n'y avait rien. Moi, je me suis dit, mais moi, j'ai tous ces soucis-là, j'en arrive à là, et je me suis dit, mais en fait, c'est moi qui vais la donner, l'aide. Et c'est de là que j'ai fait cette association, en fait, qui s'appelle « À l'écoute des enfants 10 ». C'est un tabou, et puis après les gens, tout de suite, quand on dit j'ai une association, et puis vu que ça touche quand même quelque part à du médical,
les gens tout de suite ils pensent qu'il faut être qualifié. J'ai des professionnels qui me disent, que ce soit professeur, ergothérapeute, orthophoniste, psychologue, qui me disent mais vous êtes à votre place, et puis qui de mieux peut expliquer comment un enfant 10 fonctionne puisque vous l'êtes vous-même. À l'écoute des enfants 10, ouais, je suis à l'écoute. Et donc voilà, sur cette page-là, je donne des conseils. Je peux même échanger avec des parents, alors que ce soit par message écrit ou par téléphone. Et pendant un moment, je faisais beaucoup par écrit, et puis en fait, je me suis rendu compte que il y a des mamans qui sont complètement perdues, et j'ai eu des mamans en pleurs au téléphone, complètement perdues, qui m'expliquent la bataille que c'est pour aider leurs enfants, qu'elles ne savent pas vers qui se tourner. Des professionnels qui des fois aussi montrent ça comme si c'était une catastrophe. Je sais que j'ai une maman qui m'a dit j'ai eu le bilan de mon fils, et l'orthophoniste devant elle lui a dit bon ben voilà, votre fils il est malade. Et comment un professionnel peut dire ça à une mère qui est inquiète, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça, voilà. Et en fait, et c'est ça le souci qu'il y a, c'est que bon, bah, c'est bien, il y a des choses pour aider les enfants, mais il n'y a pas de suivi. Je sais que moi je suis depuis un moment plusieurs parents, et j'ai commencé avec eux il y a 3-4 ans. Et puis ça va être tous les 2-3 mois, 6 mois, même des fois 1 an après. Ils me renvoient des messages en me disant merci. Alors je leur dis bien au départ que je ne suis pas professionnelle, que tout ce que je leur dis c'est par mon vécu. Et en fait, alors quand on me dit je ne sais pas quoi faire, la maîtresse me dit qu'il faut voir une orthophoniste, qu'il faut faire ci, ça, du coup je leur demande généralement de photographier un cahier où il y a une dictée, pour que je puisse avoir un regard, que je me rende compte. Et puis quand je vois que oui, de toute façon, les 10 orthographiques ou quoi, ça se retrouve toujours à peu près les mêmes fautes. Et puis ces mots qui vont être différemment écrits dans une même dictée, un mot il peut être écrit 4-5 fois différemment. Et donc quand je vois tous ces petits signes-là, ou des fois maintenant avec le temps, j'ai pris l'habitude à des questions particulières. Alors du coup, quand on me dit, voilà, l'enseignant dit qu'il est lent, que ci, que ça, alors du coup, moi tout de suite, je leur pose certaines petites questions. Est-ce qu'il arrive à faire ça? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et à table, comment ça se passe? Et à l'école, et en fait, avec tout ça, en fait, j'arrive à comprendre ce qui se passe. Et du coup, je leur conseille, je leur dis, voilà, là, s'il y a ce souci-là, mettons l'enfant voir ne serait-ce qu'une orthophoniste, là, je leur conseille aussi de voir un orthoptiste. Après, je peux leur conseiller de voir une ergothérapeute pour les dyspraxiques, pour les dysgraphiques aussi. Et puis après, il y a neuropsychologue, neuropédiatre, il y a plein de professionnels différents. C'est des troubles qui peuvent s'arranger avec le temps, parce qu'ils vont s'arranger parce qu'on va trouver des astuces. Mais ils ne s'effacent pas. On est 10, on reste 10 toute sa vie. Et oui, mis de côté, et puis oui, reconnu à l'école déjà. Alors que ce soit à l'école, collège, lycée, parce que même au lycée, j'ai partagé sur ma page il n'y a pas très longtemps une vidéo de jeunes où ils expliquent leur vie au quotidien au lycée, où ils n'ont aucun aménagement. Et c'est très compliqué. Après, il y a des soucis pareils aussi avec la MDPH. Je veux bien que tu nous expliques. Voilà. Alors, par contre, là, oui, je vais parler d'une expérience que j'ai eue il n'y a pas très longtemps. J'ai une maman qui m'a écrit en me disant qu'elle devait faire un renouvellement d'MDPH. MDPH, c'est donc un dossier de... C'est un dossier, en fait, c'est la maison d'adultes handicapés, en fait. Et en fait, cette maman devait renouveler cette demande, en fait, pour que l'enfant y rebénéficie des aides qu'il a droit. Dont les AVS. Donc voilà, AVS, tout dépend de son handicap. Il peut avoir ordinateur, il peut avoir des dictées aménagées, il peut avoir plus de temps pour des examens. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut adapter. Et en fait, quand l'enfant il est reconnu par la MDPH, c'est un droit obligatoire. Normalement, les aménagements doivent être respectés. Et non, ce n'est pas le cas, parce qu'il y en a beaucoup
Alors les parents sont perdus entre le PPS, le PAP. Il y a des écoles qui ne veulent pas forcément mettre tout ça en place. Alors ils vont se dire, bon ben, j'ai même eu une maman où elle avait carrément un PAI de mis en place pour son enfant 10. Et là, j'ai dit, mais comment ça un PAI? Un PAI, c'est en fait, c'est quelque chose qu'on met en place pour un enfant qui fait des allergies. Voilà, des allergies ou qui a un problème de santé particulier, diabète ou quoi. C'est pas un problème de santé. C'est pas, voilà. Et donc elle s'est retrouvée avec son enfant reconnu par la MDPH quand même. Elle s'est retrouvée avec ce PAI. Et là, j'ai dit, mais c'est pas normal. La reconnue avec une reconnaissance MDPH, normalement, l'enfant, il a droit à un PPS, en fait. Voilà. Et puis, bon, le gouvernement a décidé, pour aider les enfants en difficulté scolaire, de mettre en place un PAP. Alors, bon, ça, le PAP, par contre, c'est, on va dire... Voilà, mais on va dire que c'est au bon vouloir des profs. Alors, s'il y a des profs, moi, je sais que j'ai beaucoup d'enseignants sur ma page qui font tout ce qui est possible pour les enfants, pour les aider. Ils me demandent beaucoup d'informations pour les comprendre, pour adapter des choses en classe. Après, il y a d'autres professionnels qui pensent, d'autres professeurs qui pensent que les troubles 10, c'est une mode. Et donc, voilà, si les parents viennent avec des bilans ou quoi, bon ben voilà, mon fils il est 10. Ah, mais voilà, c'est reconnu comme une mode en fait. Ils veulent rien entendre. Et donc ces professeurs-là, bien souvent, ne mettent pas les aménagements en place. Et donc, si l'enfant, normalement, il est censé avoir un PPS, et ben en fait, là, il va avoir un PAP. Et alors, du coup, les professeurs font ce qu'ils veulent. L'enfant, voilà, l'année passe et il n'a pas été aidé. Pourtant, il est reconnu par la MDPH, alors handicapé. Et donc, voilà, il a pas les aides qu'il faut. Et puis, il souffre en classe. Et je sais qu'il y a des parents qui finissent par porter plainte, d'aller carrément au tribunal pour faire respecter et avoir un PPS en fait. Parce que normalement, c'est ce qu'il faut avoir quand l'enfant est reconnu par la MDPH. Je voulais parler du manque d'AVS parce qu'en fait, dans les écoles, il manque beaucoup d'AVS. Et en fait, généralement, il y a des enfants qui sont désignés pour un enfant. Et elles se retrouvent à travailler du coup avec 4 ou 5 enfants. C'est plus qu'un manque. Après, j'ai pas de chiffre exact, mais il y a un terrible manque d'AVS. Il y a des parents qui ont un dossier MDPH de fait, avec la notification comme quoi l'enfant doit avoir une AVS. Et en fait, les parents vont attendre une année entière. Ils n'auront pas d'AVS du tout. Et puis, l'année d'après, il faut remettre en route tout ça. Parce qu'en plus, ce sont souvent des... Au jour d'aujourd'hui, ce sont des statuts précaires souvent pour les AVS. C'est ça. Et en fait, voilà, c'est des gens qui vont être recrutés généralement, voilà, qui cherchent du travail, alors à Pôle emploi. Et si, voilà, du moment qu'on dit qu'on veut travailler avec les enfants, s'il y a un manque justement d'AVS, on peut être appelé du jour au lendemain à se retrouver dans une classe avec un enfant de maternelle, comme en collège ou lycée. Et il faut quand même avoir, faut avoir la connaissance des troubles et puis s'adapter à l'âge aussi. C'est pas, après, je pense que tout le monde peut le faire, mais il faut avoir les bases en fait. J'ai souhaité pendant un moment me former, avoir un statut en fait, être reconnue quand même et devenir orthopédagogue. Bon, il y a beaucoup d'orthopédagogues au Canada, du côté de la Belgique. En Suisse, apparemment, il y en a aussi. Et en France? En France, apparemment, c'est très peu connu. Pourquoi? Ah, pourquoi? Alors là, je ne pourrais pas dire pourquoi, en fait. Mais apparemment, c'est un métier qui n'est pas connu du tout. Je sais que moi, le peu de fois où j'en ai parlé sur ma page, les gens me disent, mais ça consiste en quoi être orthopédagogue, plutôt. Oui, tu sais, voilà. Je fais la même faute. Orthopédagogue, et donc voilà, c'est une personne qui est là pour s'occuper vraiment des enfants 10. C'est une personne qui doit d'elle-même créer des outils pour aider les enfants. Et je pense, oui, après, pareil, je sais que sur Paris et Lyon, ils commencent à avoir des formations. Alors après, il faut voir aussi s'il y a des aides pour pouvoir les passer.
Une fois qu'on a posé un nom, et que voilà, que c'est généralement quand il y a un 10, il y en a plusieurs de toute façon. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a tous des bilans de plusieurs professionnels, là, on peut commencer à monter un dossier MDPH. Alors, on peut être aidé par l'enseignant référent, normalement, si tout se passe bien. L'enseignant référent est déterminé comment, défini comment c'est... Eh ben, en fait, c'est ni plus ni moins un enseignant, mais qui va être là, qui va tourner dans plusieurs écoles pour suivre les enfants. S'il y a des soucis à l'école, il est là pour aider les parents aussi. Et cette personne, elle va aider aussi à monter les dossiers MDPH, faire des tests comme le WISC-4, voilà, où en fait, voilà, toutes les capacités de l'enfant, ça se retrouve dedans. Après, on peut voir où sont les soucis de l'enfant. Et même, je sais que l'orthophoniste de ma fille m'a même dit que, voilà, elle était surprise de mes méthodes parce qu'elle ne connaissait pas du tout. Elle voit le résultat. Et elle voit le résultat. Et donc, en fait, elle a acheté un de mes livres qui s'appelle Mnémodis. Et donc, apparemment, elle s'en sert. Et j'ai plusieurs écoles de Belgique, de partout dans le monde, Nouvelle-Calédonie, à Tahiti. J'en ai même, je crois qu'il y en a même à New York qui est parti. Mon livre est un peu partout en fait, et c'est généralement des professionnels, des écoles qui s'en inspirent. Ouais. Et ça fonctionne bien parce que j'ai gardé un lien avec une maîtresse qui est du côté de Marseille. Vu que je fais beaucoup de dessins, elle a bien aimé ça en fait. Elle m'a demandé de créer un dessin pour sa classe en début d'année. Alors je lui ai fait un petit dessin tout simple. Et en fait ce dessin, elle l'a photocopié plusieurs fois pour sa classe. Et chaque enfant l'a colorié en fait. Et elle m'a montré le résultat voilà, les gens peuvent revoir sur ma page. Et cette maîtresse m'avait demandé une aide pour un petit enfant, voilà, un petit garçon qui avait des soucis 10. Et je lui ai montré mes dessins. Et en fait, voilà, elle me dit, je suis moins douée que toi, mais en fait, elle commence à travailler comme ça. Et apparemment, ça marche super bien. C'est une méthode. Voilà, c'est une méthode, ouais. Après, je sais que moi, quand j'ai créé mon livre, je me suis dit, mais je suis quand même pas la seule à fonctionner comme ça. Parce que, voilà, j'ai personne qui m'a jamais aidée, Et en fait, quand j'ai créé mon livre, je me suis dit, mais en fait, je ne savais pas comment donner le nom à ces mots. Et en fait, en parlant avec du monde, je me suis dit, mais en fait, c'est des mots illustrés. Et en fait, en cherchant sur Internet, j'ai vu des mots illustrés. Alors, il y a des mots illustrés gratuits sur Internet, où il y en a presque 100, je crois. Mais après, je sais qu'avec moi et mes filles, on a du mal, parce que, voilà, le dessin, il est vraiment compris dans le mot. Et moi, voilà. Mes filles, ça les dérange un petit peu. C'est encore pas fait comme les miens. Alors du coup, ça peut correspondre à d'autres personnes. Hein. Oui, on est d'accord que tu n'as pas fait copier-coller. Non, du plagiat d'une méthode pas du tout. Qui existait, tu l'as... Je l'ai vraiment faite moi parce que, en fait, je faisais déjà ça petite, moi, avec mes poésies. Avec mes poésies, je remplissais ma page entière. Les autres faisaient un tout petit dessin avec une maison, si ça parlait de chat, d'un chat. Mais moi, j'avais vraiment toute ma page de rempli et mis en couleur et tout pour que je me souvienne de ma poésie. Alors, tu n'as pas gardé ces dessins-là, tu n'en as pas de traces? Non. Je pense pas avoir... non. Il faudrait que je demande à ma maman si des fois elle aurait des cahiers. Si jamais mais je ne sais pas si elle en a. Je sais que voilà, les maîtresses, à chaque fois, toutes les classes où je suis passée, malgré que ça se passait mal, elles étaient surprises de mes dessins, en fait. Hein. Ouais. Mais c'était... On disait, voilà, qui souffrait de troubles de l'attention. C'est ça. Pour quelqu'un qu'on disait d'attarder. C'est ça, en fait. J'étais douée en dessin. Par contre, il y avait aussi des moments que les gens n'arrivaient pas à comprendre parce que des trucs super durs, pour moi, c'était facile. Et des trucs simples où j'avais la réponse devant moi, c'était pas possible. Et il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent dans cette situation. Et c'est de là que généralement, il y a un conflit avec le professeur. Parce que du coup, ils ne comprennent pas pourquoi tu réussis ça qui est compliqué. Et en fait, c'est simplement parce que l'enfant 10, il a tellement besoin de réfléchir tout le temps que du coup, le moment où il faut beaucoup réfléchir, il a l'habitude. Alors du coup, il va le faire. Et le moment où il n'y a pas besoin de réfléchir, lui continue de réfléchir, du coup, il se perd.
Alors un truc dur, il va y arriver, et un truc simple, c'est compliqué. C'est voilà. Je veux bien qu'on vienne sur ton livre Mémodis. Tu en as un exemple? Oui. Comment on peut l'acquérir? Alors, ben, en fait, tu peux me le montrer? Oui. S'il te plaît. Il y a un petit jaune dessus. Est-ce que tu veux un verre d'eau? Non, ça va, non. C'est vrai? Oui, oui. Parce que tu sais que tu as le droit de... Non, non, ça va, là. Donc, où est-ce qu'on peut le trouver, le Mémodis? Alors, on peut le trouver, en fait, uniquement en fait, sur ma page, à l'écoute des enfants 10. Et voilà, s'il y a une personne qui est intéressée, eh bien, elle vient en message privé. Et puis, je peux lui donner des infos sur le livre. J'ai même fait une petite feuille où j'explique chaque mot, pourquoi je l'ai fait comme ça pour les parents. Parce que les parents, généralement, qui n'ont pas de souci 10, j'ai même ma maman qui me dit, mais moi, tes mots qui sont dessinés, moi, ça me met le cerveau à l'envers, en fait. Elle ne comprend pas du tout pourquoi j'ai fait ce dessin-là, en fait. Pour moi, c'est très, très simple. Une maman va me dire, j'ai mon enfant qui a des soucis avec tel mot. Ben moi, tout de suite, le dessin, il vient. C'est tout de suite, ouais. J'ai tellement l'habitude de fonctionner comme ça que voilà, j'ai pas de mal. Mais une personne qui a pas de soucis, voilà, elle va pas comprendre. Et puis si le parent va se retrouver avec son enfant et mon livre, pourquoi expliquer à l'enfant pourquoi il y a tel et tel dessin? Alors du coup, voilà, j'ai fait une petite feuille où chaque dessin c'est expliqué en fait. L'idée, c'est que les parents puissent, à la sortie de l'école, aider leurs enfants. Voilà, les devoirs. Voilà, c'est ça. Aider, parce que c'est vrai que ne serait-ce que les poésies et les dictées, c'est des choses à apprendre par cœur. Même si les professeurs ne donnent pas énormément de devoirs, il y a toujours une dictée ou une poésie à apprendre. Et en fait, c'est un des premières choses où les enfants vont avoir des difficultés. Alors donc voilà, il y a des solutions pour les aider à mémoriser tout ça en fait. Oui. C'est pas ton activité principale? Ah non, c'est vraiment, c'est du temps que je donne. Et c'est vrai que par moment, oui, ça m'arrive de faire des cagnottes comme en ce moment, pour pouvoir avoir un petit coup de main, pour pouvoir racheter des livres, pour pouvoir racheter des jeux pour les enfants que j'aide. Les livres, je veux aussi acheter des livres pour les enfants qui ont des soucis 10, aussi pour des parents. Comme ça, voilà, ils peuvent comprendre les soucis de leurs enfants et puis après acheter du matériel. Après, c'est vrai que moi, j'aimerais, j'ai plein de projets. C'est vrai que, moi actuellement, j'ai pas le permis, mais j'aimerais pouvoir passer mon permis. Et mon rêve le plus gros, c'est après c'est peut-être un projet un peu fou, mais c'est de partir sur les routes de France et aller rencontrer les gens qui me suivent en fait. Et puis, mais j'aimerais faire ça. Ou trouver une équipe avec laquelle faire les routes de France, faire le tour de la France en fait. Pour rencontrer ces gens-là et puis me poser peut-être une journée ou deux et leur donner des astuces. Pourquoi pas ces jours-là passer dans des écoles ou dans des mairies ou centres sociaux, pourquoi pas. Et puis vraiment, voilà, donner les clés en fait. Voilà, donner des clés pour arriver à avancer. Parce que oui, c'est possible. Après, il y a des gens connus qui ont des soucis 10 et qui arrivent très bien, comme le monsieur qui va bientôt sortir Taxi 5. J'ai pu lui poser juste 2-3 questions et puis après, très très surprise. Et en fait, lui, il a eu des gros soucis, même au niveau de sa famille. Sa maman ne comprenait pas pourquoi il n'y arrivait pas à l'école. Ça te rappelle plein de choses. Eh oui, voilà, ouais. Mais c'est pas, je veux dire qu'effectivement, c'est pas une fin en soi, c'est pas non. Un handicap, on peut s'en sortir. Voilà, avec un on peut s'en sortir, oui, on peut s'en sortir, on peut avoir un travail comme tout le monde, mais je pense à condition d'être pris en charge assez tôt. Parce que, si on a les moyens, on peut avancer, mais le souci qu'il y a, c'est que, après, il faut trouver des gens qui comprennent, qui épaulent. Et du coup, là, on va s'ouvrir, parce que je sais que, pour moi, en fait, avant, j'en parlais pas. Pour moi, c'était une honte. J'allais surtout pas lire devant les autres, surtout pas écrire.
je faisais tout pour y cacher, et donc voilà. Mais du moment qu'on est compris et soutenu, on peut faire pas mal de choses, et certainement même des choses encore mieux que certaines personnes qui ont des diplômes ou quoi, en fait. Alors Anne-Marie Gagnard, oui, alors on va dire ancienne 10, bon après moi je me dis que 10 on y est toute sa vie, oui. Voilà. Mais après, voilà, je pense aussi qu'elle parle aussi que voilà, les méthodes ne sont pas forcément adaptées. C'est vrai que les enfants qui ont des troubles de dyslexie, peut-être arriveront mieux à apprendre à lire avec une méthode syllabique qu'avec une méthode globale. Alors, et Anne-Marie Gagnard a eu des gros soucis petites aussi. Pareil, on peut revoir des vidéos d'elle sur YouTube où elle explique voilà, ses souffrances à l'école, et puis donc où elle partage aussi ses astuces. Et donc elle aussi, il y a un moment où elle s'est sentie que ça ne pouvait plus continuer comme ça, qu'il fallait qu'elle trouve quelque chose pour avancer. Et donc elle a créé un livre qui s'appelle Hugo et les rois. Et donc c'est ce que tu avais l'habitude. Voilà. Et donc en fait c'est un livre où les enfants vont pouvoir apprendre d'une autre manière la conjugaison, la grammaire. Et elle en a fait son métier. Oui, elle en a fait son métier, oui. Et en fait, elle a formé des gens qui sont un peu partout en France. Après, c'est pareil, je pourrais à la rigueur vous passer un lien d'une personne avec qui j'échange, qui a fait cette formation. Et en fait, elles sont plusieurs qui ont fait cette formation Anne-Marie Gagnard. C'est des filles neuves d'ailleurs. Et en fait, on peut, voilà, que ce soit adulte, ado, enfant, on peut faire appel à ces gens-là pour donner un coup de main au niveau de l'orthographe, au niveau de tout ça. Et j'ai vu dans un reportage, j'étais même surpris, que Anne-Marie Gagnard fonctionne comme moi pour les mots. Parce qu'il y a un moment où on voit un homme d'entreprise qui vient à sa formation parce qu'il fait des fautes de partout. Et en fait, on la voit dans un bureau avec lui. Et il y a un moment projeté sur un écran le mot moto. Et en fait, il y a ce fameux dessin d'une moto avec la roue avant, la roue arrière, et qui font les deux hauts. Et en fait, ça m'a fait tilt, et je me suis dit, mais en fait, oui, je ne suis pas la seule à fonctionner comme ça, en fait. Et en fait, oui, quelque part, je me compare un peu à elle, parce que j'ai lu son livre, malgré que j'aime pas trop lire à cause de mes soucis. J'ai lu son livre, j'ai écouté une émission qu'elle a tournée aussi, et en fait, j'ai l'impression de m'entendre parler quand j'entends parler. Hein. Comment vous êtes rencontrés ? En fait, j'ai écrit sur sa page, et puis en fait, elle m'a gentiment répondu en privé. Elle m'a dit bravo pour ce que vous faites, continuez. Et je sais que dès qu'elle partage quelque chose qu'elle fait, qu'elle passe en télé sur BFM ou ailleurs, je repartage sur ma page parce que voilà, elle mérite d'être connue. C'est vrai que voilà, c'est une méthode qui fonctionne en plus. Moi, je sais que même avec les enfants 10, ça marche. C'est un peu plus décortiqué, c'est imagé avec des personnages, c'est une histoire, et du coup l'enfant il y imprime autrement. Et donc moi c'est ce que je fais, je travaille déjà les mots en premier, l'écriture, voilà, le mot en lui-même, j'aide les enfants, et une fois que je vois que l'enfant il fait beaucoup moins de fautes, je me sers de sa méthode pour aider les enfants en fait, pour les terminaisons, pour voilà.